J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bonjour Manuel. Bonjour Olivia. Merci de nous recevoir ici, dans ton lieu. Alors, je voudrais raconter peut-être comment on s'est rencontrés. Moi, en fait, mon ancien patron est instructeur de tantra et je lui ai demandé, quand je suis partie de Paris, qui je pourrais contacter qui était dans son école de tantra. Et il m'a recommandé à toi. Avant que tu te présentes, je vais quand même dire le contexte. Je fais un podcast sur l'amour conscient. Là, c'est le 5e épisode. Et en fait, je voudrais qu'on parle de ton activité, du néo-tantra et du skydancing aussi, puisque c'est l'école dont tu fais partie. Et pour un novice, finalement, de me positionner comme si j'étais novice de tout ça. Je voudrais aller à une soirée tantra, un stage de tantra pour la première fois. Et finalement, je viens te voir et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. Alors du coup, ça me permet de juste rectifier le fait de l'appartenance au skydancing. Donc j'en fais pas partie. Je suis pas formateur ou instructeur du skydancing. Je suis quelqu'un qui a participé en tant que particulier à la formation ou au stage personnel. Je crois que le terme formation maintenant est prohibé, justement pour pas qu'il y ait confusion. Parce qu'il y a une vraie formation qui est ensuite donnée une fois qu'on a clos les 6 cycles du skydancing, pour refaire 6 cycles de plus pour devenir formateur et avoir le tampon skydancing quand on anime. Donc toi, tu n'as pas le tampon formateur, tu as suivi les 6 premiers cycles, mais pas les 6 suivants. Voilà, c'est ça. J'ai fait les 6 premiers et je les ai refaits au moins 2 fois en tant qu'assistant. Et encore un petit peu en tant que traducteur. Donc c'est effectivement une partie de mon parcours dans le tantra qui a commencé il y a à peu près 12 ans maintenant. J'ai commencé par une découverte quand j'étais encore à Paris. C'était une soirée et c'était une présentation. C'est une amie psychologue qui m'a emmené. Une présentation, je crois que c'était les Cafés de l'amour, ça s'appelait à l'époque. Je ne sais plus comment s'appelle la femme qui organisait ça. Et donc mon amie était à la caisse, elle m'a emmené, m'a dit tu vas voir, c'est super intéressant, viens. Et ce soir-là était présente donc une femme auprès de qui j'ai fait beaucoup de stages. Et ce soir-là, elle a présenté du tantra et elle a présenté aussi de la thérapie. Et à l'époque, je ne savais pas ce qui était quoi et j'avais fait l'amalgame entre les deux. Et dans ces stages, elle fait aussi le mélange des deux. Donc ça m'a mis un peu de temps pour comprendre qu'est-ce qui relevait de quel aspect. Voilà. Donc ça a commencé comme ça il y a 12 ans et donc j'ai fait un premier stage avec cette femme, puis un autre, avec d'autres personnes ensuite. Et je lui ai demandé conseil pour savoir où est-ce que je pourrais continuer et approfondir pour aller plus loin dans le tantra. Et c'est comme ça que je suis arrivé au skydancing. Peut-être qu'on va expliquer, parce que les gens ne savent pas forcément ce qu'est le skydancing. Qui est Margot Anand et voilà, comment elle a créé tout ça. Tu connais plus l'histoire que moi. Moi, j'ai lu un de ses livres. Peut-être que tu connais mieux l'histoire que moi. Je connais ce qu'elle m'a dit verbalement. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit verbalement? Donc elle raconte beaucoup d'histoires, Margot. Elle adore raconter des parties de sa vie liées au tantra notamment ou à ses explorations. Donc Margot Anand, c'est une femme qui a maintenant 81 ans, que j'ai vue récemment il y a 2 semaines et qui va très bien. Grâce au tantra, n'est-ce pas? ça rajeunit. Je pense qu'elle est toujours en quête, elle est curieuse et elle aime transmettre. Et je pense que cette volonté de transmettre, ça lui donne aussi de l'élan et des ailes. Et Margot a découvert le tantra peut-être en l'enseignant. C'était une des premières, si ce n'est la première, à enseigner le tantra. Il y a déjà, je pense, plus de 40 ans facilement. Quand elle était chez Osho en Inde, à Pune. Donc Osho, c'est un philosophe, un penseur. Certains pourraient le considérer comme un gourou. Gourou qui veut dire maître. Qui veut dire maître en indien, sanskrit. qui n'est pas du tout un terme péjoratif, mais qui est juste quelqu'un qu'on suit, un enseignant. Et il lui avait transmis la tâche d'enseigner le tantra. Et donc c'est ce qu'elle a commencé à faire là-bas. Et donc c'est des choses qu'elle raconte, des anecdotes de ses premiers groupes là-bas, des petits groupes qu'elle enseignait. Puis de plus en plus grand, avec différentes formules, différentes variétés de groupes aussi. Et elle a pris cette tâche à bras le corps et puis elle a commencé à enseigner le tantra dans l'Occident aussi. Donc elle n'est pas restée qu'en Inde. Et justement, moi j'ai parlé de néo-tantra, puisque alors, l'acception que moi j'ai du terme néo-tantra, c'est que le tantra c'est vraiment pour l'Inde. Et le néo-tantra, c'est le tantra adapté aux Européens ou aux Occidentaux. Je dirais que le tantra traditionnel, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais suivi. Je ne pense pas qu'en France, il y ait des personnes qui enseignent le tantra traditionnel. Je ne suis même pas sûr de savoir où est-ce qu'on pourrait le trouver en Inde. Le néo-tantra, il était déjà enseigné chez Osho.
dans le sens où chez Osho, il y avait beaucoup de psychologues, de praticiens. Il y a vraiment une émulation au sein des sannyas, au sein des élèves, des disciples d'Osho. C'était des centaines, des milliers de disciples qui venaient d'Occident, qui venaient avec toute cette science, cette culture du mental. Et très rapidement, les enseignements qui ont émergé dans le tantra, c'était déjà du néo-tantra. Donc le néo-tantra, c'est un mélange, on va dire, de tantra traditionnel avec des pratiques qui relèvent peut-être de la psychothérapie, d'autres pratiques qui émanent peut-être plus de l'Occident. Donc c'est ça le néo-tantra. Donc du tantra traditionnel, effectivement, c'est difficile à trouver. Peut-être qu'il faudra faire le même parcours que Daniel Audier et aller dans les montagnes se perdre et trouver quelqu'un qu'on pourrait peut-être aussi appeler aujourd'hui un chaman, donc ces traditions qui se transmettent de voix de manière verbale. Enfin, Daniel Audier, il a plutôt trouvé une initiatrice, une tantrika. Il a trouvé une initiatrice. Et peut-être que c'est une des belles manières de pouvoir coller encore à la tradition tantrique originelle. Donc le néo-tantra, c'est effectivement aujourd'hui ce qui est enseigné, je pense, partout en Occident. Mais même à Bali et certainement aussi en Inde, quand on voit des retraites de Sarita ou autres qui ont lieu en Inde, c'est du néo-tantra. Donc c'est un mélange de plusieurs pratiques et c'est ce qui fait aussi que chaque animateur aussi a sa propre couleur, au-delà du fait qu'on ne transmet pas forcément des mêmes lignées tantriques, mais aussi parce que certains vont amener de l'art-thérapie, du life art process, de la gestalt, etc. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert le tantra, c'est un mélange de tantra et de thérapie. Qui vont bien de pair d'ailleurs, je trouve. Donc toi, tu es arrivé par là, par la thérapie, puisque tu nous as dit c'est ta psycho... Non, c'est pas c'est ma une psy, amie, c'est une amie psychologue. C'est une amie psy qui avait découvert avant, qui avait fait un stage ou deux avec cette femme et qui ensuite m'a encouragé vivement à y aller. Donc pour la nommer, un Seva Santi, qui est aussi issu du Skydancing et qui a monté sa propre école ensuite. D'accord. Et alors le Skydancing, c'est spécifique à Margot Anand, c'est le nom, c'est une trademark comme on dit, c'est le nom qu'elle a déposé pour son école justement. Voilà, elle a créé cette école qui s'appelle le Skydancing Tantra. Donc Margot Anand, qui a été désignée par Osho, ensuite créé cette école, lui a donné ce nom, a créé 3 cycles dans cette école avec 3 modules, qui ont été complétés ensuite par 3 autres modules qui sont originaires de ses enseignants. Mais les 3 premiers modules sont vraiment ce qu'on peut retrouver dans ses livres. Donc elle a écrit beaucoup de livres, notamment l'art de l'extase. Donc il y a beaucoup de choses qui sont décrites et ces processus qu'elle décrit, c'est ce qu'on va découvrir dans cette école-là. Mais il n'y a pas que cette école. Hein. Il y a eu d'autres écoles en France. Il y a plein d'enseignants différents. Là, tu as cité Daniel Audier, par exemple. Daniel Audier, il y a Chetan, il y a Horizon Tantra, maintenant le Nouveau Horizon, mais je pense que c'est en train de s'arrêter. Mais je pense qu'en France, il doit y avoir... peut-être une centaine d'enseignants et peut-être une dizaine qui sont plus ou moins connus. Ouais. Alors, moi, je mets en garde dans mon livre qui est là, Enfin Vaginal, dans l'introduction, je crois même, où je dis faites très très attention quand vous entrez dans le tantra, parce que ça va parler de sexualité et il y a toujours une notion de pouvoir potentiel. Voilà. Alors, un bon enseignant pour moi de tantra, justement, il n'y a pas de notion de pouvoir. Mais il y en a. Il y a des bons comme des mauvais, et on peut tomber sur des mauvais. Et je trouve que ce que j'apprécie dans le tantra, enfin dans les stages que j'ai vécus, c'est qu'il y a toujours un espace où se retirer, si on n'est pas d'accord, si on n'a pas envie de faire une pratique. Et donc on peut exercer finalement sa limite. Et c'est ce que je trouve hyper important, le tantra tel qu'il est pratiqué en France, en tous les cas dans les lieux que j'ai vus. Et du coup, je dis aux gens, si vous avez des limites un petit peu faussées parce que vous avez été violé, parce que les gens vous ont touché sans votre consentement, c'est plus difficile en fait d'établir sa limite. Parce que à un moment donné, elle a été franchie sans votre consentement. Et donc, je mets en garde que c'est difficile d'aller dans ces lieux-là sans recommandation. C'est pour ça aussi que je voudrais t'interviewer toi, pour vraiment que les gens comprennent qu'on touche à l'intime. Et qu'il y a toujours un risque, en fait, que ce soit de la part de la personne qui enseigne, comme des gens qui sont présents, des étudiants. Comment tu les as appelés en indien ? Ceux qui font vœu de suivre un maître, ça peut être des sannyas, mais sinon j'ai des participants. Des participants, voilà. Donc il y a toujours un risque, justement, par rapport à ça. Donc moi, je mets en garde là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Alors moi, je t'ai testé, donc je sais qu'est-ce que tu enseignes. Je te recommande chaudement, voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous les enseignants. Et je conseille vivement aux gens de se faire une opinion. Et c'est pour ça que je voudrais justement qu'aujourd'hui, on dise un petit peu ce que c'est finalement. Quand on va dans un stage de tantra,
Qu'est-ce qui se passe? Et puis déjà, la première question, c'est est-ce que tout le monde peut aller dans un stage de tantra? Merci, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle j'essaie de répondre quand j'accueille des nouveaux participants. Et donc c'était le cas avec toi aussi, peut-être, tu te rappelles, on a passé un appel. Mhm. Je passe un temps au téléphone avec chaque personne en amont d'un atelier ou d'un stage pour vérifier la compatibilité, c'est-à-dire la capacité à venir pratiquer sans se faire violence, et puis peut-être tout simplement aussi en vérifiant est-ce que les attentes correspondent aussi à ce que je propose. Et ça c'est vrai pour tout type de pratique, hein, que ce soit de la thérapie, du coaching, du massage. Je vérifie qu'il y a un match et que effectivement c'est peut-être ce qui peut être propice au développement de la personne. Quand une personne a vécu effectivement des choses difficiles, a peut-être encore des blessures émotionnelles ou psychiques qui sont à vif, je dirais que ça demande une vigilance accrue et ça peut demander potentiellement un travail thérapeutique préalable avant de faire cette expérience du tantra. C'est pas que c'est un endroit dangereux le tantra, c'est que ce que tu as évoqué effectivement, c'est quelqu'un qui est passé par un trauma peut avoir des réflexes de mise en sécurité qui sont naturels et qui sont sains et qui relèvent du moment du trauma, mais qui sont peut-être des réflexes qui sont inefficaces dans ce cadre-là. Par exemple, un réflexe classique, le premier, ça va être le figement. Et si je me fige dans un cadre où il y a des propositions de mise en mouvement, de rapprochement, de vulnérabilité, ce figement, il ne va pas être forcément très efficace. Et donc, si on n'est pas capable effectivement d'exprimer sa limite, parce qu'on est figé, alors il est possible que sa propre limite puisse être dépassée. Donc, effectivement, c'est ce que j'essaie d'identifier lors d'un appel, et c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, je demande à la personne d'aussi être authentique et honnête par rapport à ce qu'elle sait d'elle-même. Et le tantra, c'est pas tant... et donc la question un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un atelier, c'est pas tant qu'on va faire quelque chose en particulier et que on doit suivre des processus, des modules, des exercices, c'est plutôt l'acte d'observer. Et c'est aussi une définition que je donnerais à la méditation. Pour moi, pratiquer le tantra, ça veut dire méditer. Alors, typiquement, l'aspect qu'on a de la méditation, c'est celui d'être assis, en tailleur, immobile, respirer. Ça peut être ça. Neo-Sho a fait des méditations en mouvement. Il a créé effectivement des méditations dynamiques qui sont peut-être plus propices pour les occidentaux, même si aujourd'hui je considère que le mental surdéveloppé qu'on peut avoir en Occident est quand même aussi surdéveloppé dans d'autres pays qu'en Occident. Oui, parce que lui la raison pour laquelle il a créé ces méditations dynamiques, c'est parce qu'il pensait que le mental était omniprésent et que le seul moyen finalement de lâcher le mental, c'était de faire des mouvements de manière répétée. Pour pouvoir d'activer le corps pour que en fait on lâche son mental et qu'on puisse être dans son corps vraiment quoi. Donc beaucoup des méditations de choses sont dynamiques dans le sens où elles font bouger le corps, elles font se concentrer sur la respiration de manière plus ou moins chaotique, ça dépend des méditations, pour que le mental lâche un peu, mais surtout aussi pour que les sensations corporelles deviennent plus intenses, que le niveau d'énergie ou de vitalité augmente dans le corps, pour qu'au moment où on s'arrête et qu'on retrouve cette position de méditant qu'on connaît typique, à ce moment-là, on soit avec un niveau d'énergie, un niveau de vitalité dans le corps qui soit suffisamment important pour qu'on puisse observer des choses qui ne sont pas que du très subtil, mais des choses peut-être un peu plus grossières, et qu'on commence à s'entraîner dans la qualité d'observation. Comme le niveau du cœur, enfin le battement du cœur par exemple. Par exemple, sentir son cœur battre et peut-être voir plus de pensées en mouvement, avoir plus d'émotions, sentir des choses dans son corps. Donc vraiment aux trois aspects, tête, cœur, corps, sentir des choses qu'on peut observer. Et donc se dire, ah ok, donc je peux observer des choses, donc je suis dans cette qualité de méditation. Et puis au fur et à mesure que le temps passe dans cette posture, les sensations deviennent peut-être plus subtiles et on va avoir une observation plus précise, plus accrue, qui permet de voir des choses même quand on n'est pas forcément surstimulé au niveau corporel. Parce qu'au niveau mental, on est souvent surstimulé dans notre société. Et donc dans un atelier ou un stage de tantra, je vais diversifier le type de proposition pour mettre en mouvement l'émotion, mettre en mouvement le corps, mettre en mouvement aussi les pensées, pour qu'on puisse observer des choses de soi, observer des choses de soi en rapport à l'autre, en rapport aux autres, voire en rapport à ce qui nous entoure, à l'univers. Je pourrais dire à la nature, parfois, par exemple le dernier stage, on a pratiqué dehors, donc on peut aussi sentir son lien à la nature, à ce qui est vivant. Donc c'est ça à quoi invite un atelier, c'est à
observer. C'est pas à faire. Donc quand je dis maintenant mangez une carotte, tapez-vous dans les mains, sautez 3 fois les pieds en l'air, Ce que tu fais pas d'ailleurs en ce que je fais stage, pas, je précise. mais je donne des exemples. Non, ça peut être plus concrètement danser, chanter, rencontrez-vous, voilà, touchez-vous le bout des doigts. Des exemples simples et concrets. Mais si tout le monde le faisait, je serais très inquiet. Parce que le but pour moi, c'est pas que les gens le fassent. Le but pour moi, c'est que les gens puissent s'observer quand ils entendent la proposition. Quand on est assis seul chez soi en train de méditer, alors parfois on est accompagné par des applications, on va être guidé par l'application ou on va juste faire une méditation simple type Vipassana ou de pleine conscience. Et parfois, on va passer à côté de choses qu'on ne pourrait pas observer dans cette posture-là. Si vous faites la même méditation assise au milieu de Times Square, avec des gens qui passent à côté de vous et des taxis qui klaxonnent, c'est déjà un autre contexte qui permet d'observer d'autres choses. Donc l'idée, c'est de multiplier les contextes, les interactions, pour observer un maximum de choses de soi et apprendre à se connaître davantage. Voilà. Et peut-être juste préciser par le terme méditation, j'essaye de quand même qu'on soit tous à la même page. Pour moi, méditer, c'est être dans l'instant présent. Parce que souvent, les gens, ils voient l'image des gens qui sont voilà, en tailleur, qui méditent, etc. Mais en réalité, c'est essayer d'être dans l'instant présent au maximum et de lâcher les pensées, de les laisser filer. Et voilà, moi, c'est comme ça qu'on m'a enseigné la méditation vipassana et la méditation transcendantale. Moi, c'est les deux pratiques que j'ai. Mais le tantra en lui-même, c'est une méditation, effectivement, être dans l'instant présent et ressentir tout. Comme tu disais, par exemple, on va toucher la main de quelqu'un. Bon, est-ce qu'on a envie de le faire déjà? Et puis, est-ce que notre corps nous dit oui? Et puis, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ça? Je dirais même que c'est le byproduct, c'est la conséquence. Quand je médite, quand j'observe mes pensées, mes émotions, mes sensations, la conséquence, c'est que je vais revenir dans l'instant présent. Notamment si je commence à observer mon souffle, je ne peux pas en même temps observer mon souffle et en même temps avoir des pensées. Donc bien sûr, je vais avoir des pensées qui vont passer comme un nuage, même si le ciel bleu en ce moment, mais il y a des petits nuages qui vont apparaître. Ah, une pensée, j'observe la pensée et du coup ça me permet de l'accueillir et de la laisser partir, sinon elle va être comme quelque chose qui me rappelle constamment. Donc dans des temps seuls, en pratique, en atelier ou en stage, ou des temps à deux ou à plusieurs, à chaque moment, l'invitation, c'est d'observer ses sensations, ses pensées, son souffle, pour pouvoir être dans l'instant présent, parce que c'est le seul instant qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le seul instant, c'est le présent. Et c'est dans cet endroit-là qu'on peut se rencontrer. Autrement, en fait, on se fuit ou on se perd. Donc l'idée, c'est de se rencontrer, de se découvrir davantage. Et comme tu le disais, il y a cette notion de sécurité, et c'était le début de la question. C'est si je suis dans cet instant présent, il y a de bonnes chances que j'évite de me mettre en danger et que je puisse du coup observer quelle est ma limite et aussi quel est mon désir, ce qui me projette déjà dans le futur, pour revenir dans l'instant présent et laisser tomber le désir et juste rester avec mon besoin et mon élan existant qui est vraiment là dans l'instant. Alors, juste avant qu'on parte de ce... Enfin, là, on était encore dans le moment où vous vous appelez avec la personne qui a envie de faire un stage de tantra et toi, tu vérifies si cette personne est compatible et dans l'état d'esprit, voilà. J'imagine que tu as beaucoup de questions aussi. Les gens qui viennent pour la première fois, alors soit ils ont entendu parler du tantra, soit c'est quelqu'un qui leur en a parlé. Ils n'ont pas forcément une idée, soit ils n'ont rien eu sur la question, soit ils ont lu des choses. Donc c'est quoi le type de question qui revient le plus souvent chez les gens qui voudraient faire un stage de tantra? En fait, j'ai qu'une question, mais pour faire simple, la manière dont se déroule l'appel, c'est que je prends un premier temps pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Que ce soit sur le tantra, sur les ateliers que je fais, sur moi ou sur autre chose. Ensuite, je donne un peu le cadre, et peut-être du coup c'est l'occasion de le donner, ce cadre. Il y a plusieurs éléments, mais les éléments principaux, d'une, ça va être la confidentialité. Alors pourquoi la confidentialité ? C'est pas que c'est secret ce qu'on fait, n'importe qui peut venir. Donc pour répondre à ta question, n'importe qui peut venir, dans la limite où il a la capacité à ne pas se mettre en danger, ou à pas mettre en danger quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc cette mise en danger, pour la nommer, du coup, c'est le deuxième élément, c'est par rapport aux émotions et à la réaction qu'on peut avoir aux émotions. En général, la réaction qu'on a à l'émotion de la joie, il n'est pas dangereux.
En général, c'est on lève les bras, on a envie de bouger, on a envie de s'exclamer, de partager sa joie. Parfois, on pourrait être des extases de joie qui pourraient, si on était sur le bord d'un toit, peut-être être dangereux. On est dans une salle, il n'y a jamais ce danger-là. Non, le danger qu'il peut y avoir d'un point de vue émotionnel, c'est si on vient contacter la colère, qui est très bienvenue dans les stages. Toutes les émotions sont les bienvenues. Mais j'ai besoin, par contre, que la personne ne se mette pas en danger avec l'émotion de la colère, qu'elle ne se blesse pas, ou qu'elle ne blesse pas quelqu'un d'autre, ou qu'elle n'abîme pas le lieu dans lequel on est. Et si la personne est apte à canaliser son émotion sur un matelas, sur un espace qui est dédié à ça, hein, pour que voilà, elle puisse aussi se laisser traverser par cette émotion. Dans ce cas-là, pour moi, c'est OK qu'elle vienne. Donc le cadre, c'est la confidentialité dans le sens où chacun va être invité à s'observer. Et donc à découvrir des choses sur soi potentiellement, peut-être à faire des choses qu'il ou elle n'a pas l'habitude de faire dans son quotidien. Et encore moins en public. Et encore avec moins d'autres gens. en public, dans un espace public, dans le métro, dans le bus. On ne va pas forcément faire ce qu'on fait en atelier. Parce que les gens ne s'y attendent pas, parce qu'ils vont être surpris, parce qu'ils vont être jugeants, et parce qu'il n'y a pas forcément l'espace pour se donner l'occasion de faire un pas de côté. Donc cet atelier, c'est une occasion de faire un pas de côté de ce qu'on connaît, de soi, d'essayer autre chose. On peut faire ce qu'on connaît, bien sûr, parce qu'on est confortable dedans. Et si on est allé juste un pas à côté, sans se faire violence, sans sauter au-delà de sa limite. Donc pour donner l'image, la limite pour moi c'est comme un cercle. Et on est au centre de ce cercle. Et dans son quotidien, on va généralement être dans ce centre et peut-être faire des petits détours en allant à 20-30% de la taille du cercle. Dans un atelier, je vais inviter les gens à aller pas dans les 100% de son cercle, mais aller dans les 80, peut-être 70-80%. Donc, ça veut dire qu'on sort de ces 20-30% du quotidien et on va agrandir, on va aller dans les 40, 50, 60, peut-être 70%. Et c'est là qu'on va découvrir des choses de soi, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller. Et ne pas aller au-delà des 80, même pas aller bien sûr au-delà des 100%, parce que là on va se faire du mal, on va se faire violence, on va se traumatiser à nouveau. Le but c'est pas de se faire des croche-pieds, de se faire mal et de mettre du temps à revenir. Le but c'est juste de voir qu'est-ce qui se passe quand j'augmente un petit peu ma vitalité. Donc l'image c'est la vitalité, c'est les 20-30% du quotidien. J'augmente ma vitalité pour remplir un peu plus cet espace de vie dans lequel je suis en sécurité et dans lequel je peux m'épanouir et apprendre des choses sur moi. Et c'est ce que je vais poser comme question en fait, donc en ayant donné cet espace de confidentialité pour ne pas répéter ce que telle ou telle personne a dit ou fait, parce qu'on est dans un contexte particulier privilégié, pas forcément sacralisé, mais sécurisé, dans lequel on va faire des choses qui peuvent paraître bizarres dans le quotidien, mais qui sont tout à fait bienvenues dans cet espace-là. Donc le but c'est que les personnes se sentent libres d'aller dans ces pas de côté sans se blesser. Et donc le deuxième élément de cadre, c'est cette non-violence, cette bienveillance envers soi, les autres et le lieu. Donc c'est la deuxième étape de l'appel où je vais énoncer ce que je viens de vous dire là. Et puis la troisième étape, c'est une simple question que je pose en retour, c'est qu'est-ce que vous savez de vous-même ? Qu'est-ce que vous avez observé de vous-même qui peut vous mettre en réaction, qui peut vous faire réagir ? Et avec ça, en fait, c'est déjà un premier pas dans l'atelier ou le stage, parce que ce que j'invite à faire, c'est de s'observer. Et donc dans cette question, ce que j'invite à faire, c'est que la personne s'observe et verbalise ce qu'elle sait d'elle-même, peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, les dernières semaines, ou peut-être quelque chose qui est récurrent depuis des mois, voire des années, qui est une réaction à un stimuli extérieur ou un stimuli qui est intégré à force de l'avoir répété, ressenti, et qui du coup va réveiller une émotion à laquelle je vais réagir. Voilà. C'est la seule chose que j'ai comme question, et c'est ce qui me permet aussi de commencer ensemble avec la personne à voir est-ce que cet atelier ou ce stage auquel vous voulez participer est la bonne proposition pour vous en ce moment, ou est-ce que, vu votre réaction peut-être très forte ou récurrente ou incontrôlable à certains stimuli, va nécessiter un travail préalable avec un thérapeute pour vous permettre de participer sans vous faire violence ou faire violence à quelqu'un d'autre. Quand, par exemple, j'ai entendu parler du tantra la toute première fois, c'était en Australie, je le raconte dans mon livre aussi, et la personne qui m'en a parlé avait l'air d'être un prédateur, vraiment, quelqu'un qui utilisait le tantra pour mettre les filles dans son lit.
Donc j'en ai gardé une image, le tantra, ça a l'air d'être un truc, ouais, soi-disant bien, mais en fait c'est un truc pour mettre les filles dans son lit, quoi. Voilà, donc du coup j'en avais pas une très très bonne image. Et c'est vraiment des années plus tard, en lisant sur le tantra, que j'ai compris que c'était complètement autre chose. D'ailleurs que c'était pas que la sexualité, que c'était un mode de vie en fait, et une voie vers l'éveil, tout simplement, comme le Tao d'ailleurs. Et du coup, t'as pas cette question de la nudité dans les stages quand les gens t'appellent, ils se posent pas la question s'il va y avoir de la nudité ou des choses comme ça. Alors, du coup, moi, je pose pas cette question, Mhm. évidemment, mais ça fait partie des questions auxquelles je peux répondre en amont. Mhm. Donc, dans la première partie de l'appel, où des personnes, effectivement, peuvent avoir des a priori, ou avoir lu des choses, ou vécu des choses. Alors, pour ma part, j'ai jamais eu à vivre des choses de cet ordre-là. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais en tout cas, ça m'a encouragé à continuer. Et ma volonté, c'est effectivement d'accueillir des personnes qui n'ont jamais expérimenté le tantra, peut-être jamais le développement personnel, ou n'ont jamais fait aucune démarche quelconque. Et comme je dis souvent, n'importe qui dans la rue pourrait venir participer. Et c'est ce qui se passe aussi quand je vais dans des festivals, qui ne sont pas forcément des festivals de tantra développement personnel. Il y en a un qui a lieu pas loin d'ici tous les 2 ans, et c'est un festival qui est dédié à l'éco-construction, par exemple. Et j'ai animé du tantra, et n'importe qui peut venir, et il n'y a pas d'entretien préalable à ce moment-là, par exemple. Donc, je vais faire des propositions qui sont aussi plus tempérées, et je vais être plus vigilant, et on va en ralentir encore davantage. Ralentir, c'est toujours un très bon moyen pour éviter de rentrer dans le figement aussi. Mais de rester en mouvement. Voilà, rester en mouvement, c'est important. J'ai eu vent, par contre, de personnes qui ont fréquenté ce lieu, et voilà, tu viens de le dire aussi, des personnes qui ont rencontré des gens qui peuvent avoir des idées derrière la tête. Voilà. Qui peuvent abuser de cette posture. Tu parlais de pouvoir. Par définition, quand il y a un proposant, un thérapeute, un enseignant, un prof, il y a une position de pouvoir, ou en tout cas de projection, de transfert et de contre-transfert qui se fait automatiquement par défaut. Donc ça, c'est une vérité. Et du coup, ce que j'invite les gens à faire quand ils choisissent d'expérimenter un atelier, c'est de faire appel à leur esprit critique. Constamment remettre en cause ce qui est dit, ce qui est proposé. Alors évidemment, ça demande d'avoir son mental activé, mais son mental qui utilise le discernement, c'est un mental qui est à sa juste place. Le mental, s'il a une vocation qui est utile, c'est de discerner. Voilà. Donc l'esprit critique, quand vous entendez une proposition qui vous paraît farfelue, exercez votre esprit critique et observez son esprit critique en train de fonctionner, observez les pensées qu'on a, et faire ou pas faire importe peu. Ce qui compte, c'est d'observer où est-ce qu'on en est. Et on est en train de pratiquer du tantra quand on fait ça. Donc il ne s'agit pas de faire ce qu'on vous dit, c'est observer ce qui se passe. D'où cet espace d'ailleurs où on peut se mettre à part si jamais une proposition ne nous convient pas. Oui, merci. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur ton canapé la dernière fois parce que j'en avais besoin, parce que je ne pouvais pas être en relation avec les gens à ce moment-là. Et du coup j'avais vraiment besoin d'être séparée du groupe le temps de 2, 3, 4 exercices, le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir de nouveau re-rentrer dans le groupe. Je donne cet exemple qui est le mien, mais je trouve ça hyper important en fait, cet espace-là. Je te parlais de la nudité parce que ça m'est arrivé en stage. Alors pas en soirée tantra, ça m'est arrivé qu'une fois, à part une fille qui a dit tout d'un coup j'ai envie d'être torse nu, est-ce que ça gêne quelqu'un? Et j'ai pas osé dire non. Moi ça me gêne complètement de voir quelqu'un torse nu. J'ai pas osé dire non, et en fait je me suis barrée de la soirée en plein milieu, et on a le droit d'ailleurs de s'en aller, parce que ça me convenait pas. Au-delà de ça, il y avait d'autres choses qui me convenaient pas, mais ça m'est arrivé aussi de faire un stage plus long sur un week-end où tout le monde s'est retrouvé à poil, bon, sauf moi j'ai pas voulu parce que j'ai vraiment un problème avec ça. Et ça, alors je pensais que ça allait me gêner de voir des gens à poil. J'ai baissé les yeux pour pas les regarder, mais j'avais envie de continuer à faire les exercices malgré tout parce que je voyais bien que ça emmenait des limites, ça emmenait des choses. Et voilà, et on est toujours libre de partir, on est toujours libre de rester, on est toujours libre de se mettre sur le côté. On peut dire aux autres, j'aime pas. Et vraiment, voilà, c'est cet espace de liberté de dire oui, non, et d'exercer ses limites, quoi. Donc, est-ce que les gens te posent cette question-là? Et est-ce qu'il y a de la nudité dans tes stages? J'en ai pas vu dans tes stages pour le moment. Enfin, dans tes soirées, je suis allée que dans tes soirées. Alors oui, merci de revenir à la question. Donc effectivement, il y a un espace, comme je disais, un espace qui est dédié à la canalisation de la colère. D'un côté de la pièce,
avec des coussins, des matelas, tout ce qu'il faut pour ne pas se faire mal. Et de l'autre côté, un autre endroit, en tout cas, il y a dans la pièce où on peut faire un temps de pause. Ce que je dis, donc là, j'ai juste énoncé 2 éléments de cadre, mais effectivement, dans les ateliers, j'en donne d'autres, et dans les stages, j'en donne encore d'autres. En plus, je dirais que plus il y a de cadres, plus les règles du jeu sont claires, plus on peut jouer. S'il n'y a pas de règles du jeu, à quoi on joue? Si on prend un jeu de société par exemple. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est que les règles du jeu soient claires pour qu'on puisse vraiment pleinement jouer à ce jeu en ayant choisi d'y jouer. Voilà. Donc le but c'est pas d'imposer, c'est d'être d'accord sur les règles du jeu. Si les règles du jeu, on est tous d'accord, et c'est ce qu'on fait en début, on vote, on vérifie, et effectivement, s'il y a un élément du cadre sur lequel on n'est pas d'accord, on va en parler. Il y a eu le temps du Covid, donc il y avait la question, est-ce qu'on pratique avec ou sans masque? Alors justement, t'as pratiqué avec ou sans masque? Ça dépend de ce qu'on a décidé ensemble, en commun. Donc c'est une responsabilité qu'on partage, et quand il s'agit de la santé, effectivement, c'est aussi des choses sur lesquelles on a besoin de se mettre d'accord. Voilà. Et donc on le fait, que ça soit pour par exemple, mettre le masque, que ça soit par rapport à la nudité, qu'elle soit partielle, totale, pour les hommes, pour les femmes, pour les non-binaires, etc. Donc peu importe quel cadre on s'offre, l'idée c'est qu'on le décide en commun et qu'on arrive à un consensus. Et ça fait partie, pour moi, de pratiquer le tantra. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de faire les propositions que j'ai prévu de faire dans l'atelier de stage. C'est d'observer ce qu'on peut observer de soi, de ses limites, de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, pour apprendre à se connaître et de se sentir libre, peu importe dans quel contexte on est. Là, tu disais que tu n'avais pas osé dire non, ça me convient pas. Ouais. Et donc, typiquement, quand on va parler de ces éléments-là, et donc dans l'atelier que tu as fait, dans l'atelier que je propose, les formats 3 heures, il n'y a pas de nudité, et c'est volontaire, c'est choisi de ma part, parce que je considère qu'il n'y a pas un temps nécessaire pour construire ce cadre de confiance et rentrer dans cette proposition-là. Dans les stages, il y en a. Il peut y en avoir. Il y en a très souvent. Mais c'est pas obligatoire non plus. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a jamais rien d'obligatoire, si ce n'est de ne pas aller au-delà du cadre. Voilà. Donc si par exemple le cadre c'est pas de nudité ni partielle ni totale, le fait de se dévêtir du haut ou du bas, ça va pas être acceptable. Et dans ce cas-là, on va vérifier est-ce que la règle est bien comprise, et on va la rappeler, et en général il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là en tout cas. Donc pour pas rentrer dans ces biais qu'on a de pouvoir ou de société, effectivement c'est difficile de s'exprimer quand on se sent observé, et par exemple on va faire des choses très simples, on va se retourner dos à dos, on va se mettre en cercle et chacun regarde vers l'extérieur, on va les yeux fermés et on va voter chacun pour soi, comme ça personne ne voit ce que l'autre dit par exemple. Donc il y a plein de manières différentes de s'exprimer et de se connecter à son fort intérieur sans avoir la pression du groupe. Voilà. Et donc ça c'est important pour qu'on puisse déjà poser le cadre. Après le cadre il peut être évolutif. Il peut être évolutif au sein du groupe, donc on peut réaliser ce cadre ensemble. Il peut être évolutif dans des pratiques à deux, et il peut être évolutif dans des pratiques seules. Donc une personne va par exemple décider de faire une pratique seule, parce que c'est la proposition, et elle va commencer à habiller, et puis elle se rend compte qu'en fait ses vêtements représentent peut-être une limite pour elle, qu'elle a envie de franchir, ou quelque chose qui peut-être l'embarrasse au contraire. Et cette personne va peut-être se dévêtir. Et peut-être qu'elle aura envie de se revêtir à un certain moment, voire se revêtir avant la fin de la pratique. Et en fait, peu importe ce qu'elle fait, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle ne dépasse pas la proposition, dans quel cas je vais répéter, m'assurer de sa compréhension, et surtout qu'elle prenne soin de rester dans ses 80% de vitalité, de ne pas aller au-delà des 90% et même pas frôler les 100%. Parce que le but, c'est pas de déclencher des choses. La transformation, elle se fait même dans un état de vitalité qui n'est pas maximal, mais dans un état de vitalité fort. La transformation qui est sur le point de se faire, qui ne se fait pas dans le quotidien parce qu'on n'est que dans les 20 à 30% de vitalité, elle va se faire quand on va un petit peu au-delà de ces 20-30%. Donc il y a suffisamment qui se passe sans qu'on ait besoin d'aller ni dans la transe, ni dans la catharsis. Même si ça peut arriver que des gens touchent la catharsis parce que ils n'ont pas vu, ils se sont laissés entraîner, et puis ils sont allés un petit peu au-delà de ces 80% d'énergie. Alors, je voudrais qu'on fasse la différence entre les ateliers et les stages. Alors effectivement, les ateliers, c'est 3 heures, comme tu dis. Les stages, c'est 2 jours chez toi, 3 jours, 5 jours? Voilà, c'est 2 ou 3 jours, ça dépend. Je sais que dans tes ateliers, moi j'ai participé que aux ateliers, tu donnes des thèmes. Qui sont parfois, comme tu le dis, des prétextes pour faire des exercices et amener à des choses. Est-ce que c'est la même chose pour les stages? Et comment tu choisis tes thèmes?
Alors effectivement, c'est des prétextes. Je ne sais pas s'il y a une finalité au tantra, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que en pratiquant, je me suis senti de plus en plus libre, et ça, peu importe le contexte et la situation. Je donne un exemple simple. Par exemple, si je suis dans un bus et qu'il fait 40 degrés et que je suis comme une sardine à côté de quelqu'un, peut-être avant, je pouvais me sentir un peu en panique, anxieux et pressé de sortir. On ne va pas dire que là, j'apprécie l'expérience, mais je goûte et j'observe des choses, et c'est une expérience qui devient riche en elle-même. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais il peut y avoir d'autres situations plus connues, voilà, dans des réunions avec ses collègues ou dans son couple, où on se sent, voilà. Et dans ces contextes-là, comment est-ce que je peux me sentir libre aussi? Et à travers différentes propositions que je fais en atelier, en stage, le but, c'est voilà, d'apprendre à se connaître et d'agrandir son espace de vitalité, pour observer ses limites. On ne les connaît pas souvent, il y a certaines limites qu'on connaît, mais l'ensemble du cercle, il n'est pas forcément défini. Et le but, c'est à travers des ateliers, de manière régulière, en venant, donc là c'est à peu près tous les mois, toutes les 6 semaines, c'est de pratiquer comme on peut faire sa routine quotidienne, que ce soit de la gym, du yoga ou de la méditation le matin. C'est d'amener ce tantra comme une pratique régulière pour continuer à s'observer à travers le temps, à travers ce qu'on a vécu, comme une sorte de petite halte. Ok, je fais un focus et je repars avec cette expérience, et je vois aussi comment je peux intégrer ces qualités que j'ai développées dans l'atelier dans mon quotidien. Dans les stages, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, dans le sens où en 3 heures, on peut faire qu'un nombre d'expériences limité. Et l'idée dans un stage, c'est de prolonger l'expérience, ou sur un thème donné, de multiplier les expériences pour progressivement enlever des couches. Alors ça peut être cette image de l'oignon dont on enlève les couches pour voir ce qu'il y a au centre, mais ça peut aussi être l'image de je monte une échelle, je monte une montagne, et au fur et à mesure que je monte, je vois de plus en plus de choses. J'ai une vue qui s'élargit en fait. Quand je suis dans la vallée, je vois peu en fait. Et plus je monte sur cette montagne de moi-même, plus je peux m'observer de loin, de haut, et avoir une meilleure compréhension. Donc plus ce cheminement est long, plus les expériences sont répétées et suivies dans le temps, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus je vais observer des choses que je ne peux pas voir dans mon quotidien, parce que je suis toujours ramené dans la vallée, je suis toujours ramené à remettre mes couches pour me protéger, parce qu'effectivement il n'y a pas l'espace pour être dans la vulnérabilité. Donc dans ces 2-3 jours de stage, je peux aller plus loin dans la vulnérabilité émotionnelle, psychique, corporelle, pour voir des choses qui n'ont pas l'espace ou le temps d'exister dans mon quotidien. Et donc les thèmes, comment je les choisis? Pour les ateliers, j'ai beaucoup ces dernières années observé les calendriers Vika, parce qu'ils sont alignés sur les saisons. J'aime bien être proche de ce qui se passe dans la nature, dans le vivant, dont on fait partie, et on est la nature. Donc là, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est en été, et je me réveille tôt et je me couche tard. Et en hiver, j'ai tendance à me réveiller plus tard et à me coucher plus tôt. Et je pense que notre corps s'adapte comme tous les êtres vivants autour. Tu peux observer les plantes qui s'ouvrent et qui se referment en fonction du soleil, qui se tournent même, le tournesol en fonction du soleil. Les animaux aussi vont suivre, et on est des animaux. Donc je me cale beaucoup sur ce que j'observe dans la nature. Je me sers aussi des calendriers religieux et spirituels de toutes les religions et de toutes les spiritualités pour avoir un sujet, quelque chose qui a de l'importance, qui existe, parce que des êtres humains depuis des millénaires se sont calés dessus, parce qu'il y a une richesse derrière, il y a une intelligence derrière, et j'ai envie d'amener cette intelligence-là et de s'en servir comme poste d'observation. Et parfois, c'est tout simplement des sujets qui me tiennent à cœur, le masculin, le féminin. Parfois, c'est des choses qui vont être inspirées de mes pratiques thérapeutiques et auxquelles j'ai envie de donner un espace d'observation aussi. Donc c'est un amalgame de ces choses. Tu peux donner un exemple peut-être d'un des thèmes que tu as fait Ouais. récemment? Par exemple, en hiver, je prends souvent le thème de c'est la fin de l'année, on clôture, on referme, on ralentit, on va dans une intériorité, on va aller laisser se déposer les choses qu'on a vécues dans l'année, et on va commencer à peut-être mettre en place les premières graines, les mettre de côté pour quand elles vont germer, quand le soleil revient. Quand c'est le retour des vacances, souvent j'aime bien laisser les souvenirs de l'été, se remémorer ça, vivre ça, sentir les rencontres qu'on a faites, voir ce qu'il y avait d'essentiel, préparer la rentrée, qu'est-ce que ça veut dire de retourner dans un contexte, qu'est-ce que j'emmène avec moi, quelle qualité j'ai envie d'emmener. Quand c'est la nouvelle année, qu'est-ce que j'ai comme ambition, comment est-ce que je compte nourrir ça. Ça peut être le thème de la sensualité à part entière, vraiment juste
à quel point je suis sensuel, donc dans les 5 sens ou les 6 ou 7 sens. Ça peut être les chakras, donc c'est des zones énergétiques qu'on a dans le corps. D'autres connaissent l'acupuncture, par exemple. Voilà, donc on s'appuie sur des méridiens énergétiques. Est-ce qu'ils sont bloqués? Comment on peut les ouvrir? Voilà, quelques exemples. C'est déjà pas mal, merci. Donc ça, c'est pour les ateliers. Et pour les stages, j'ai un cycle de 4 stages qui a une continuité logique. On peut commencer n'importe quand, évidemment, mais en tout cas, ça se construit en partant sur quelque chose peut-être de léger, en tout cas d'aérien, c'est la voix et la vibration. Donc la vibration à travers bien sûr les cordes vocales, mais aussi la vibration dans le corps. Donc le premier stage, qui va d'ailleurs avoir lieu là en décembre 2025, c'est cette reconnexion à sa voix. Et la voix, on l'explore assez peu dans le tantra. Il y en a d'autres qui le font, Marcel notamment, et il y en a d'autres, Nico. Voilà, il y a plein de gens qui commencent de plus en plus à proposer des stages dédiés à la voix. Et donc là, l'idée, c'est de voir tout l'intime, toute la vulnérabilité qu'il peut y avoir dans la voix et toute l'information qu'il peut déjà y avoir dans la voix et dans la vibration du corps, que ce soit dans la vibration de l'enveloppe charnelle, ou pour ceux qui sont sensibles aussi dans les enveloppes énergétiques, dans l'aura au-delà du corps. Donc, cette première porte d'entrée avec une certaine distance dans les propositions, on est moins dans le partage que dans les stages suivants. Donc, c'est peut-être quelque chose de plus accessible pour quelqu'un qui n'a pas encore fait de tantra. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les gens qui ont l'habitude de faire du tantra, mais pas travailler beaucoup avec la voix. Donc ça, c'est le premier stage. Le thème du deuxième stage, c'est justement le cœur, l'ouverture du cœur, qui va être vraiment la porte d'entrée pour moi pour rentrer en lien, aussi bien en lien avec soi, avec les parts de soi qu'on veut pardonner, aux autres, de venir se réapproprier le lien qu'on a, le lien d'amour qu'on a avec soi, mais aussi avec l'autre. Et donc le stage est dédié à ça, ce deuxième stage. Le troisième, ça va être le lien au corps. Donc comment est-ce que je peux venir réveiller encore davantage cette vitalité et comment est-ce que je peux m'accueillir avec mon corps, le redécouvrir ou le découvrir peut-être pour la première fois, amplifier les sensations que j'ai et aussi rentrer en lien avec le corps de l'autre. Et puis le quatrième qui clôt ce cycle qui vient de se dérouler là, le week-end dernier, c'est l'extase et la vacuité. Et donc là, l'idée c'est d'aller se servir des 3 clés du tantra que on nomme souvent dans les stages, qui sont la respiration, qui est naturelle, on respire naturellement sinon on ne serait pas vivant, le mouvement qui en émane. Voilà, le buste bouge, le corps bouge quand je respire, ma colonne vertébrale bouge, c'est ce qui est au service de mon souffle. Et le son qui sort à l'expire et avec lequel on peut jouer, on aura joué dans le premier stage. Et donc ces 3 clés-là, au service de la vitalité, mais tout ce qu'on a fait au préalable, se servir de la voix au premier stage, l'ouverture du cœur et le lien à son corps dans le 3e stage, tout ce vivant, toute cette vitalité et la conscience, parce qu'on s'observe constamment dans tout ce qu'on fait, au service de cette extase ou de cette vacuité à partir de laquelle émane l'élan. Voilà. Donc quand on a du vide à l'intérieur de soi, quand on se laisse traverser, comme Osho le dit avec cette image du bambou creux qui est traversé par les émotions, par les pensées, quand on a l'espace d'être traversé par cette vide, cette vacuité qu'on a créée, peut émaner un élan naturel, spontané, une impulsion. Et donc c'est ça qu'on va explorer dans le 4e stage. Alors je voulais revenir sur la composition des groupes. Est-ce que tu as plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que c'est plutôt des gens célibataires, des gens en couple? Je me souviens la dernière soirée qu'on a fait, il y avait un couple. Dans les autres soirées que j'ai pu faire, il y avait à la fois des couples ou pas des couples. Et je sais qu'il y a des praticiens qui font des stages spécial couples, où il n'y a que des couples. Et puis il y a des praticiens qui font des stages ouverts à tous. Et puis il y en a qui sont que pour les célibataires. Tu dirais quoi? Quelle est la proportion d'hommes et de femmes? Et puis, c'est quoi? Enfin, tu accueilles tout le monde ou tu fais des trucs spéciaux pour les couples? Alors oui et oui. Oui, tout le monde est bienvenu. Je veille pas à ce qu'il y ait une parité de genre avec lequel on est né. Non seulement parce que d'une, je le sais pas, et de deux, ça joue très peu ou pas de rôle dans les propositions et dans le cheminement que j'ai décrit avant. Donc on peut se retrouver à faire un exercice avec une femme comme avec un homme, et peu importe finalement. Tout à fait, peu importe. Donc parfois il y a plus de femmes, parfois il y a plus d'hommes, parfois il y a plus de couples, parfois il y a plus de gens qui viennent seuls
Qu'ils soient en couple ou pas, je ne le sais pas forcément. Qu'ils soient en trouble, qu'ils soient en polyamour ou pas, je ne le sais pas forcément. Tu leur demandes pas lors de ton entretien Non, téléphonique? parce que effectivement, comme je te disais, j'ai eu qu'une seule question, c'est de savoir est-ce que la personne est apte à ne pas se mettre en danger et à pas mettre en danger quelqu'un d'autre. Voilà. Et ces questions, elles passent par ma réaction à mes émotions ou à mes stimuli extérieurs. Les préférences sexuelles, les attirances, à quel genre je m'associe, est-ce que je suis sexué, asexué, Oui, quelles peu sont mes importe, en fait. difficultés, quels sont mes traumas, ça joue pas sur la composition du groupe. Ce qui est parfois sympathique pour moi, c'est d'avoir des groupes qui sont multiples de 3 ou de 4 Mhm. pour faire des exercices à 3, à 4. Voilà. Donc par exemple 12, 24, tous ces chiffres-là sont très sympathiques, mais que ce soit des chiffres impairs, pairs, qu'il y ait plus de femmes, plus d'hommes, de couples, de célibataires, que les gens viennent parce qu'ils ont envie de rencontrer d'autres, parce qu'ils ont envie de se rencontrer eux, voilà, peu importe. Et est-ce que tu as conscience quand même que la plupart des célibataires qui viennent dans les soirées tantra viennent pour rencontrer quelqu'un qui fait du tantra comme eux et pour potentiellement former un couple, Et est-ce qu'il y a des mises en garde? Parce que moi, je me souviens qu'il y avait eu des mises en garde. Vous avez peut-être regardé quelqu'un dans les yeux pendant 10 minutes. Et c'est vrai que quand on fait ça, moi j'avais fait ça avec un pote, il m'avait dit, j'étais avec une dame de 67 ans, il en avait 20 de moins. Et il m'a dit, j'aurais pu tomber amoureux d'elle, tellement c'était incroyable. Et il y a ce risque par la proximité, par les exercices proposés, de tomber entre guillemets faussement amoureux ou d'avoir envie d'avoir une expérience avec la personne alors que c'est le cadre qui induit ça et que c'est pas forcément la réalité des sentiments à l'extérieur, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Une chose que je précise par exemple à la fin des stages, c'est que la personne qui a vécu le stage, quand elle va rentrer, elle va retrouver un environnement avec des personnes qui n'ont pas vécu le stage. Ça veut dire notamment qu'elle est souvent une ouverture du cœur, une vitalité importante, une conscience élargie. Et moi, je l'ai observé personnellement quand je sortais des stages à l'époque, ou quand je vois certaines personnes, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de très fort. Les gens me regardaient alors que j'avais pas l'impression de faire quelque chose de particulier. Ça, pour moi, c'est quand on est dans ces niveaux de 80-90% de vitalité, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui... la vitalité, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est un courant électrique. Alors, je ne suis pas scientifique, mais je sais que par contre, scientifiquement, juste, il est prouvé quand on met son attention sur un endroit, par ma main gauche, là, quand je regarde cette main, quand je me concentre et je mets mes sensations là-dedans, l'énergie va commencer à se concentrer là-dedans, elle va être un peu plus forte. Et je peux même le sentir parfois peut-être comme des fourmillements. Donc cette énergie, souvent, elle est forte à la fin des stages ou à la fin d'un atelier aussi, c'est possible. Et donc on va avoir comme un effet d'aimant sur les personnes extérieures. Et bien sûr, entre participants, il peut y avoir ce même phénomène. Donc je mets en garde les personnes quand elles sortent du stage et qu'elles retournent chez elles qu'il y a une différence peut-être comme une écluse de niveau d'énergie entre les deux ou de conscience, d'ouverture du cœur. Et d'avoir conscience de ça, de prendre ça en compte, de le verbaliser et aussi de ne pas prendre de décisions de vie importantes dans les 3, 4, 5 mois qui suivent un stage. Par exemple, quitter son job, quitter sa femme, son mari, se mettre avec quelqu'un d'autre du stage ou déménager je sais pas où. Laisser le temps en fait au quotidien de revenir et de voir à tête réfléchie, calmement, en ayant pensé plusieurs fois à des moments différents. Voilà, qu'est-ce qui vraiment a du sens. Donc dans ce tomber amoureux, moi je l'ai pas expérimenté dans le fait de tomber, qui peut être souvent considéré à... Je trébuche et je plutôt m'élever dans un niveau relationnel qui me donne envie d'aller plus loin avec une personne. Ça oui, je peux l'avoir expérimenté et je peux le voir entre participants. Il y a une joie, il y a un plaisir de pouvoir se relier à quelqu'un en étant dans un niveau énergétique, un niveau de vitalité important, un niveau de conscience de ce qu'on ressent et de ce qu'on perçoit en étant face à l'autre. Et ça donne envie de continuer parce que c'est quelque chose qui est goûtu, qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre dans son quotidien, que ce soit dans son travail, peut-être même dans son couple, quand on ne s'offre pas ces moments-là et quand on n'entretient pas ce niveau-là. Et donc, par rapport aux ateliers, j'ai pas eu l'occasion de forcément faire des précisions, si ce n'est peut-être des ateliers dédiés à l'ouverture du cœur, à la sensualité, pour vraiment que la personne qui vit cette expérience puisse se réapproprier l'expérience. Parce que ce que je vis, bien sûr, dans la relation à l'autre, ce que je construis dépend de moi et de l'autre, et c'est ce qu'on peut appeler ce troisième élément, c'est ce qu'on construit. Par contre, ce que je ressens, ça dépend de moi. L'énergie que je sens,
c'est la mienne. Et en face, bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui ressent aussi sa propre énergie, qui est aussi émetteur, qui, par sa respiration, par son niveau énergétique, qui peut émettre des choses. Mais ce que je ressens, au final, c'est pas son énergie, c'est peut-être mon énergie qui rebondit sur sa bulle. Imaginons qu'on a tous les deux une bulle, et ben là, ma bulle, peut-être elle va même pas jusqu'à toi. Même si je ferme les yeux, si tu fermes les yeux, peut-être qu'on se sent pas l'un l'autre. Mais si on avait mis du mouvement, de l'énergie, de la respiration, peut-être qu'on commencerait à sentir notre énergie qui va jusqu'à limite de notre corps, peut-être au-delà. Et ce que je vais pouvoir peut-être sentir, c'est mon énergie qui vient toucher ta bulle. Et c'est ça que je perçois. C'est pas tant toi que je perçois, c'est moi en réflexion, en lien avec toi. Et donc, ce que j'invite les personnes à faire dans ces moments-là où il y a eu des intenses échanges, c'est de se réapproprier son ressenti et de bien être conscient qu'on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on a construit dans sa vitalité, dans ses sensations. Et que ça, on peut le ramener dans d'autres relations. Donc je peux construire quelque chose de très intense, de très fort avec une personne que j'ai jamais vue et qui est peut-être d'un autre âge, qui est peut-être du même genre que moi, et imaginons que je suis un homme cis et que je pratique un homme cis, et on vit une sensualité forte alors qu'on n'a pas d'attirance sexuelle pour le genre de l'autre, et ben cette énergie forte que je peux avoir partagée, cette énergie-là, je l'emmène avec moi. Je l'enracine, je la redescends jusque dans mon bassin, je la redescends jusque dans mes pieds et je vais marcher avec ça dans la rue. Je vais rentrer avec ça chez moi, je vais pouvoir venir la partager avec ma partenaire si j'ai envie et je vais pouvoir amener ça dans ma relation parce que ça, c'est mon énergie et je peux la mettre à contribution dans ce tiers élément que je vais construire avec telle ou telle personne. Et pareil au travail, je peux amener cet élan, cette créativité dans mon travail, dans mes relations familiales aussi. Et c'est quelque chose que vraiment j'encourage les personnes à faire. Alors moi j'allais faire le distinguo parce que dans le tantra il y a beaucoup de praticiens avec les masseurs tantriques ou les masseuses tantriques. Je ne sais pas si toi tu pratiques ça. Oui, également. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ça et de la différence avec les stages? Alors dans le tantra, effectivement, il y a donc les stages que je propose, les ateliers. Et je propose aussi de former les gens au massage. Dans ce cas-là, je leur demande de venir avec un ou une partenaire. Mais je peux aussi donner des massages. Dans ces cas-là, je m'assure encore plus que dans les stages et les ateliers qu'il y ait bien une compréhension de la démarche. Alors, qu'est-ce que c'est un massage tantrique ? Ça peut être plein de choses. Il y a plein de masseurs tantriques et de masseuses qui vont proposer chacun des choses complètement différentes. La seule chose que je propose moi en massage tantrique, c'est pour la personne, comme dans un stage, de faire son expérience et d'être responsable de son expérience. Et j'appelle ça souvent le massage du héros, de l'héroïne, dans le sens où la personne qui va se faire masser va demander ce qu'elle souhaite recevoir. Et je vais lui donner uniquement ce qu'elle souhaite recevoir, ni plus ni moins, dans la limite de ma compréhension. Et si j'ai l'impression de ne pas bien comprendre, je demande précision. Et dans, effectivement, mes propres limites. Donc moi, je prends soin de mes limites. Je ne vais pas faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Voilà. Donc j'ai vu que tu voulais me poser une question. Non, mais je suis étonnée que tu dises que c'est selon les desiderata de la personne. Pour moi, un massage tantrique, je te donne ma définition et ce que j'ai expérimenté. C'est un massage de tout le corps avec de l'huile, a priori, et qui est là pour réveiller l'énergie sexuelle. Mais si je faisais un massage avec toi, je pourrais te dire je veux un massage complètement différent et tu me ferais un massage complètement différent. Alors effectivement, la compréhension que tu en as, c'est celle qui est répandue et c'est certainement celle qui est la plus pratiquée. Moi, je ne suis pas un protocole. Je sais qu'il y en a qui suivent des protocoles, même qui enseignent, qui font des stages, des formations pour donner des protocoles de massage. Il y a plein de choses intéressantes dans la manière de faire, le toucher, la forme, notamment du massage cachemérien ou une forme assise en lotus l'un sur l'autre et une personne allongée, l'autre qui reste au centre, celle qui masse. Tout ça, c'est intéressant. Moi, ce que je souhaite promouvoir à travers les massages que je donne, c'est la même chose que dans les stages et les ateliers. C'est permettre à une personne de développer sa vitalité et de développer sa conscience. Parce que l'alliance de la vitalité qu'on appelle Shakti et Shiva pour la conscience, et on a souvent cette image de Shakti qui est assis sur Shiva, en fait voilà, c'est ce dialogue entre cette vitalité, cette conscience, quand ils sont à leur paroxysme et quand on est dans une profonde détente, ce qu'on peut expérimenter dans le massage, mais qu'on peut aussi expérimenter dans le Latihan, qui est une danse de non-faire, où on est dansé, qu'on peut expérimenter aussi parfois juste en étant assis ou allongé,
Mais quand on est dans une profonde relaxation, avec une vitalité très élevée et une conscience très accrue, on peut rentrer dans ces états extatiques qui nous donnent l'impression, la sensation d'être connecté à tout ce qui est, de comprendre tout ce qui est et de se sentir aussi libre avec tout ce qui est. Donc c'est ce chemin-là que j'ai envie de dessiner, et le massage pour moi est un autre véhicule, comme pourrait l'être danser, chanter, manger des carottes. Là, l'idée c'est que la personne qui est massée va à sa vitesse, en observation de qui elle est au moment du massage, demander ce qui d'après elle peut augmenter sa vitalité. Donc effectivement, comme tu le disais, ça peut être un massage du corps entier, ça peut être un massage qui est nu, ça peut être un massage qui est habillé avec de l'huile, du talc ou rien, mais ça peut aussi être un massage debout, ça peut être de l'extérieur, ça pourrait ressembler à du clown, à du théâtre, à une course-poursuite, peu importe ce que la personne souhaite en fait demander. Donc c'est évolutif pendant le massage Ça aussi, change tout le temps. Et donc, il y a tout un rituel que je mets en place au début, que je tiens de Marguanan du Skydancing, qui permet d'avoir un espace le plus neutre, le plus propice à l'observation. Voilà, si je viens et que je suis agité, juste on prend un temps pour se déposer, pour atterrir, pour verbaliser aussi ce qui se peut se passer en ce moment. Voilà, peut-être qu'il vient de se passer quelque chose de très intense et on a besoin de verbaliser. Peut-être que c'est pas le moment de faire le massage non plus. En tout cas, la projection qu'on avait de ce qu'on voulait demander a complètement changé parce que c'est pas ça qu'on veut. Et donc on dépose, on met les limites, etc. On crée le cadre. Et ensuite on rentre dans le massage à proprement parler, où la posture par défaut va être le cachemérien. Mais si la personne a envie d'être debout, à quatre pattes, sur le côté, en fait moi ça m'a été complètement égal. Ce qui est important pour moi, c'est que la personne demande ce qui est soutenant pour sa vitalité. Et donc cette demande, elle va changer effectivement instant après instant. À chaque instant, dès que je reçois, je prends le temps de ressentir ce que je reçois et je réajuste. Et en fait, c'est plutôt le pied droit que je veux, plutôt plus fort, moins fort. Ah non, c'est l'épaule. Ah, c'est le genou. Ok, donc on change tout le temps. Et l'idée, c'est que la personne puisse être dans une détente la plus grande possible, donc de ne pas faire d'efforts. Il y a pas de, je reçois pas de la personne un toucher, c'est moi qui offre ce toucher dans la mesure où je suis capable de le donner par rapport à mes limites ou mes limites physiques. Et puis la personne est dans une détente, et l'image que je donne souvent, c'est celle d'un chat. Vous voyez ce chat qui a quatre pattes et qui va venir juste se frotter légèrement à la jambe parce qu'il va venir chercher, mais il ne fait pas un effort pour ça. C'est presque comme s'il venait se déposer sur, viens me gratouiller là, et puis il ronronne. Donc c'est ce à quoi j'invite les personnes, pas forcément à ronronner, mais ça peut être ce soupir de ah oui, ça c'est bon. Et constamment, c'est un dialogue en fait entre la personne et moi. Et la particularité aussi de ce massage, c'est qu'on est les yeux dans les yeux du début à la fin, tant que faire se peut. Si la personne est de dos, bien évidemment, on ne va pas se tordre la nuque. Mais néanmoins, j'inviterai quand même la personne à garder les yeux ouverts et à regarder dans le vide, comme si on se regardait dans les yeux, pour éviter d'aller dans les souvenirs, et pour éviter d'aller dans le futur et dans les fantasmes, pour être dans l'instant présent autant que faire se peut. Parfois, c'est aidant de fermer les yeux pour être plus connecté à son ressenti, dans quel cas je vais inviter la personne à le faire. Parfois, je vais inviter la personne à réouvrir les yeux pour être bien sûr qu'elle est bien là, ici, qu'elle est connectée à ce qu'elle reçoit. Et si j'ai un doute, c'est simple, je lève les mains et j'attends. J'attends que la personne me redonne une indication. Et peut-être qu'il n'y a rien qui va venir parce qu'elle est juste en train de digérer déjà ce qui se passe. Peut-être qu'elle a besoin de ne pas te toucher. Et s'il y a une demande, hop, à ce moment-là, on repart. Et puis, on clôt le massage avec la partie, je pense, peut-être la plus importante, comme diraient les yogis. Les yoginis, c'est Shavasana, cette position allongée sur le dos, jambes écartées, bras écartés, juste une position de total repos, même si pendant le massage, a priori, la personne ne fait pas d'effort. Mais si je me tourne, peut-être que je suis en mouvement. Et voilà, j'utilise légèrement mes muscles, même si l'invitation, c'est de les utiliser le moins possible. Et juste là, je prends un temps où tout peut venir se déposer, et c'est là où souvent les ressentis les plus subtils vont faire surface. Je suis en conscience de ça. Ma vitalité est a priori à son maximum parce que j'ai reçu tout ce qui était en train de me construire dans ma vitalité. Et quand cette vitalité est à son sommet et que je suis dans une observation absolue et dans une détente absolue, peuvent survenir parfois des moments d'extase, quelques secondes, minutes, peut-être un quart d'heure. Ensuite, je reviens et on va clôturer ensemble pour verbaliser. Peut-être qu'il y a des questions, enraciner l'expérience et donner
des indications de précaution avant de rentrer en voiture et de ralentir et de laisser la fenêtre ouverte et boire beaucoup d'eau. Je pense qu'on va clôturer cet entretien. C'était super intéressant, merci beaucoup. Peut-être que tu as envie de dire un mot sur ton lieu, comment tu accueilles les gens, comment te joindre. Puis peut-être que tu as un mot de conclusion particulier. Alors effectivement, là on est dans notre lieu que je partage avec mon épouse Louise. Et ici je reçois aussi d'ailleurs pour des personnes qui veulent faire du tantra. Donc je reçois des couples qui viennent ici en retraite. Ici nous sommes à Alors, ici on est à Blain, 44 130. On est en Loire-Atlantique. ouest de la France. Voilà, donc juste au-dessus de Nantes, on est à 20 minutes, une demi-heure au-dessus de Nantes. Et donc ici, on reçoit pour des... Je dis on parce qu'elle reçoit pour des retraites ayurvédiques, mais moi pour des retraites qui sont soit liées au tantra uniquement, soit des retraites thérapeutiques, individuelles ou de couple. Et donc sinon, on peut me retrouver donc, pour ces propositions de retraite, de massage, de stage, d'atelier ou de thérapie ou autres que je propose aussi sur mon site. Donc le site c'est thérapie-tantra-coaching.fr. Donc sur ce site, vous retrouvez toutes les propositions que je viens d'énumérer. Vous pouvez me contacter directement sur le site. Il y a un formulaire, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse et dans ce cas-là, je vous envoie les informations pour. Et vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un rendez-vous de quelques minutes au téléphone pour voir si c'est le bon moment pour vous de participer à un atelier, un stage, des questions sur la retraite ou la thérapie ou autre chose. Ou faire un massage, etc. Ou un massage, voilà aussi. Et tu fais aussi des soirées à Nantes. Alors, les soirées, les ateliers sont à Nantes. Je vais peut-être aussi proposer des journées à Nantes. J'en fais déjà au Mans. 2 fois par an, il y a des journées au Mans, c'est les samedis. Et les stages, ils ont lieu à 1 heure maximum aux alentours de Nantes. Ça peut être nord, sud, est, ouest, mais voilà, c'est soit à la campagne, soit plus près de la mer, du côté de Guérande. Donc, ça change en fonction des disponibilités des lieux. Je te remercie infiniment pour cet entretien. Ouais, merci beaucoup, Olivia. Et c'était vraiment très naturel pour moi parce que tu as déjà participé. Donc tu connais l'environnement, tu connais le milieu du développement personnel très bien. Et donc j'ai beaucoup aimé cette spontanéité dans tes questions. Et merci de m'avoir relancé aussi sur des points que j'avais peut-être pas mentionnés. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai envie de faire l'amour avec toi. J'ai envie qu'on danse cette danse-là.